C'est le complexe scolaire Sikeno de Cotonou qui a accueilli ce lundi 3 juin 2024 la cérémonie officielle du lancement du certificat d'études primaires CEP 2024. Face à la presse, le ministre Salman Karimou est revenu sur les deux temps forts qui constituent l'année scolaire. Une année scolaire est généralement marquée par deux temps forts. Le premier temps fort, c'est la rentrée des classes. Et c'est à cette occasion que vous voyez encore le grand monde, parents, tout le monde mobilisé, journalistes et autres, autorités à divers niveaux. Et le second temps fort, c'est le démarrage des examens de fin d'année. Et ce fait que c'est le certificat d'études primaires qui démarre. C'est un événement. Un événement que nous vivons avec bonheur. Voyez-vous, tout le monde est là aujourd'hui. Nous sommes dans le complexe scolaire Sikeno, dans Cotonou ici, le maire de Cotonou à côté, le préfet à ma droite, et nous venons de procéder au lancement officiel du certificat d'études primaires session 2024. Le choix du centre où le CEP est lancé n'est pas fait au hasard. Il y a des critères qui président, n'est-ce pas, ce choix, qui déterminent le choix. Ou bien c'est par rotation, ou bien c'est en fonction des résultats obtenus dans telle ou telle autre localité. Et je parle ainsi des départements. Et lorsqu'on rentre dans le département, on voit encore à l'intérieur les communes qui sont concernées. Et on s'interroge un peu, on s'intéresse du moins au taux de réussite de cette commune-là par rapport aux sessions passées. Et c'est en France là que l'on dit qu'il faut aller à tel endroit pour faire le lancement. Pour Alain Sourou Orunla, préfet du littoral, il faut saluer le ministre des enseignements maternels et primaires pour l'honneur fait au littoral pour accueillir le lancement officiel et à travers lui le gouvernement béninois pour les efforts consentis qui ont abouti à l'effectivité de l'examen du CEP après une année scolaire pleine et apaisée. Cotonou n'a pas été choisi au hasard. S'il y a des rotations, c'est qu'il faut également aller vers d'autres villes. Sinon, Cotonou a tout pour mériter de lancer tous les examens tous les ans. Si je dois me référer au rang que nous avions occupé l'année dernière, il y a 2 ans, on était, je crois, premier, monsieur le ministre, à cet examen. Donc on a tout, on a les infrastructures, on fait tout pour ça. Donc il n'y a pas à s'en émouvoir. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est la présence du gouvernement dans ce centre, et le ministre a parcouru tel un métronome toutes les salles, s'est assuré que tout va bien. Je voudrais remercier tout le gouvernement représenté ici par le ministre. Je voudrais dire ma joie de voir cet examen lancé ici à Cotonou. Les autorités qui sont là, le préfet, les adjoints, le CA, les chefs quartiers, je voudrais les dire merci. Merci à vous aussi, de la fête. Ce à quoi nous attendons aujourd'hui, c'est qu'à la fin de ces 4 jours, les enfants puissent rentrer heureux. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'absents. Le conseil a été fait par le ministre de son équipe. On va demander à Dieu de les accompagner, de les bénir, pour qu'ils soient très bien inspirés, afin que les fruits portent la promesse des fleurs. Signalons que le ministre des enseignements maternels et primaires s'est aussi rendu à l'école maternelle et primaire Émilie de Villeneuve, 6 au quartier Zogboroué, dans le 9e arrondissement de Cotonou, avec toute la délégation. Ceci afin de s'enquérir du bon déroulement des travaux dans cette école privée retenue parmi les centres d'examen du CEP 2024. Au nom de la municipalité de Cotonou et du conseil municipal que je préside, l'honneur me choisit de m'adresser à vous pour réitérer mon engagement et mon soutien à l'occasion de cet examen qui sanctionne la fin des études primaires. Après 9 mois d'études, de dur labeur et de sacrifices, nos enfants sont appelés à restituer les connaissances acquises durant toute l'année scolaire. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président Patrice Talon et à son gouvernement pour les nombreux efforts fournis
afin de garantir la quiétude et la régularité de l'année scolaire. Nos reconnaissances vont également à l'endroit des enseignants pour tous les sacrifices consentis en vue de transmettre à nos enfants les connaissances nécessaires à leur réussite. Aux parents d'élèves, je dis un sincère merci pour le soin quotidien dont ils ont couvert nos enfants durant toute l'année scolaire. Voudrais-je inviter les parents à s'assurer que toutes les dispositions sont prises par les candidats pour le bon déroulement de l'examen, pour garantir aux candidats les meilleures conditions de travail dans les centres d'examen. Le conseil municipal de Cotonou a pris certaines dispositions pratiques. Il s'agit de la réfection des toitures endommagées de plusieurs salles de classe, la mise à disposition de salles de classe nouvellement construites, l'organisation des travaux dirigés TD, gratuits pour renforcer les capacités de nos candidats. Je reste convaincu qu'avec toutes ces mesures, les conditions sont réunies pour permettre à nos apprenants de composer dans la quiétude, l'assurance et la sérénité. Chers enfants, candidats à l'examen du CEP, je vous exprime toute mon admiration pour avoir tenu le coup, malgré les perspectives inhérentes à tout processus d'apprentissage. Le succès est au bout de l'effort, dit-on, et c'est souvent le fruit des efforts de toutes les parties prenantes. Soyez sans crainte et donnez le meilleur de vous-même. J'ai bon espoir de revoir la commune de Cotonou garder cette année encore la première place à l'issue des résultats de ces examens. Chers candidats, avoir 100% du taux de réussite n'est pas un mythe. Je pense que c'est bien possible grâce à vous. C'est d'ailleurs notre défi commun en cette année. Je voudrais vous exhorter au calme et à la concentration durant les 3 jours de composition. Bonne chance à tous les candidats. Je vous remercie. C'est la première fois que moi je vis cette reddition de comptes dans ce format où plusieurs ministres s'associent pour venir dire ce qui est fait à la population. Je voudrais, à travers vous, remercier le gouvernement et remercier son chef, le président Patrice Talon. Nous avons une obligation. Après cette séance, nous devons transmettre ce que nous recevons. Nous ne devons pas garder cela pour nous. C'est une séance d'information. Nous devons en faire restitution. Et nous devons avoir la fierté d'avoir confié le pays à un homme et à un gouvernement qui, 8 ans après, nous donne la fierté de rester debout dans un monde si difficile, dans un monde si violent, dans un monde où les frontières se ferment. Et pourtant, nous parlons de Glodibé, nous parlons de routes construites, de routes à construire, d'hôpitaux. Et enfin, nous souhaitons à chacun et à chacune de prier encore pour le président de la République pour qu'il poursuive son action dans l'intérêt de nous tous. Nous venons ici donc pour un exercice qui est très important, j'allais dire plus qu'important pour notre gouvernement, c'est de vous rendre compte de ce qui a été fait. Je veux vous rassurer sur un point. Après les communes, nous irons également dans les arrondissements. Parce qu'il faut qu'on aille le plus loin possible pour, non pas pour expliquer aux gens ce qui a été fait. Vous êtes les premiers témoins de ce qui a été fait. Mais aussi pour recueillir vos observations.
pour dire comment vous voulez que les choses se fassent mieux. Mais aussi pour nous, pour dire comment la suite va se faire. Pour vous rassurer que s'il y a des infrastructures dans les arrondissements de Lokossa, eh bien, ces infrastructures seront un peu partout, dans tous les arrondissements, dans tous les villages de Lokossa. Sous ce même chapitre, je sais que dans certains robinets de Lokossa, il n'y a pas d'eau. Donc on n'est pas venu ici pour dire qu'il y a de l'eau dans tous les robinets. Mais je veux là aussi vous dire que les travaux sont en cours pour que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans tous les robinets de Lokossa, il y ait de l'eau potable d'ici 1 an. Vous pouvez repartir et partager cette bonne nouvelle. Donc, dit dans tout ce chapitre, ce premier chapitre, que c'est bien parce que nous avons pu faire l'asphaltage. C'est bien parce que nous avons bitumé les grandes voies. Le président de la République, le président Patrice Talon a dit, lorsque nous avons publié le PAG en décembre 2016, que toutes les communes du Bénin, toutes les 77 communes du Bénin vont connaître le bitume. Nous y sommes pratiquement. Donc c'est parce que nous pouvons faire cela qu'il y a encore des doléances. Et je veux rassurer que ça va être fait. Ces dames joueront un rôle clé dans la promotion des droits des femmes et de l'égalité des genres dans notre cher et beau pays, le Bénin. L'INF installe ces antennes départementales dans les chefs-lieux des départements, bien évidemment, assurant la transmission des informations au siège de l'Institut et prolongeant ainsi les actions de l'Institut sur le terrain. À cet égard, les antennes départementales bénéficient de la protection et de l'assistance des préfets des départements. Non seulement votre rôle est très capital, mais il est suffisamment délicat. Le choix porté sur vos personnes est bien justifié en fonction de vos compétences. Votre engagement à en finir avec les violences, avec la banalisation des violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative même des points focaux a été mise en place sous le leadership du premier homme de la République à défendre la cause des femmes, je veux dire le président Patrice Talon, et qui portera une attention toute particulière à l'efficacité du mécanisme qui est mis en place. Nous, AD, prenons l'engagement de représenter l'Institut dans nos départements respectifs, demeurer ses yeux et oreilles. À vous, chers collègues AD, notre plus grande mission, liée non pas par une obligation de moyens, mais plutôt de résultats, serait le fruit de notre détermination et engagement à assurer les tâches organisationnelles et de coordination des actions de nos PF respectives, suivies de comptes rendus ou rapports au Bureau national. Nous sommes désormais en mission. En mission non seulement pour la République, nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que femmes, nous sommes directement concernés. Nous sommes en mission pour nous-mêmes parce que nos enfants garçons et nos enfants filles sont concernés. Le Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud a entamé des négociations à huis clos avec ses opposants politiques afin de commencer à discuter de la formation d'un gouvernement de coalition. Si les options sont certes nombreuses, leur lot d'incertitudes aussi. Certains analystes sont plutôt favorables à un rapprochement avec l'Alliance démocratique. Cependant, Cyril Ramaphosa devra manœuvrer pour convaincre quelques membres de son comité exécutif qui ont déjà annoncé leur intention de quitter le parti si un tel accord venait à se concrétiser. Autre option sur la table de l'ANC, l'IFF de Julius Malema, parti de gauche arrivé 4e aux élections législatives, ou encore le MK de l'ex-président Jacob Zuma, mais qui menace de jouer les troubles faits. Par ailleurs, d'autres partis comme l'Alliance patriotique ont entamé des discussions avec l'ANC lundi.
Avec 159 sièges, l'ANC a encore les cartes en main et son comité exécutif composé de 87 membres aux idées différentes doit faire des choix politiques majeurs qui répondront aux attentes des électeurs. L'Assemblée nationale doit se réunir dans une quinzaine de jours pour désigner le prochain chef de l'État. Au Maroc, la forêt de Sakina, située à 45 km au nord de Rabat, est une destination très prisée par les familles. Ce parc de 150 hectares attire régulièrement entre 5 000 et 10 000 visiteurs par jour, dont la majorité apporte un repas à cuisiner en plein air. Mais cette popularité pose un défi majeur en matière de sécurité incendie. Ici, notre principal problème est le feu, surtout pendant la saison estivale. Dans ce parc urbain, nous avons un problème avec les nouveaux visiteurs. Ils arrivent et apportent leur nourriture crue pour la cuisiner ici. Mais lorsqu'ils sont au parc, ils creusent des trous et allument des feux, ce qui constitue un grand danger pour les arbres. Avec des températures estivales pouvant dépasser les 30 degrés, les gardes forestiers et les pompiers sensibilisent les visiteurs sur la prévention des incendies et les efforts portent leurs fruits. Si je me rends dans une autre forêt et que je rencontre quelqu'un en train d'allumer un feu à côté d'un arbre, je lui dirai de ne pas le faire. Nous devons protéger la forêt. C'est notre mère. En 2023, l'Agence nationale des eaux et forêts a enregistré 466 incendies, couvrant 6 426 hectares, soit une baisse de 70% par rapport à 2022. Nous travaillons avec des moyens et des méthodes sophistiquées pour lutter contre les incendies de forêt, parmi lesquels des drones qui nous aident à localiser précisément la source des incendies, en plus de la flotte d'avions Canadair. Nous avons la formation ainsi que l'expérience acquise lors des incendies précédents. Tous ces facteurs ont aidé le Maroc à réussir dans la lutte contre les incendies tout en réduisant l'étendue des zones endommagées. Pour 2024, la NEF a alloué un budget de 15 millions de dollars pour la prévention des feux de forêt. En Haïti, Gary Conille a officiellement pris fonction lundi. Le Conseil présidentiel lui a remis l'ampliation de l'arrêté le nommant lors d'une brève cérémonie à la résidence présidentielle à Port-au-Prince. Arrivé samedi dans la capitale, celui qui a déjà occupé cette fonction de Premier ministre de 2011 à 2012 a pris la mesure de la tâche qui lui incombe et a invité les différentes parties à travailler ensemble. C'est assez intéressant pour la population haïtienne. De ce mandat, ce qui sera assez intéressant pour les populations haïtiennes, c'est d'arriver à mettre de côté nos différends politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. La tâche qui attend Gary Conille est colossale. Il devra rétablir l'ordre dans un pays gangréné par les gangs. Pour cela, il pourra compter sur une force multinationale dont le déploiement se fait toujours attendre. Les eaux de Rafah en pleine évacuation forcée devant l'offensive israélienne sur la ville méridionale dans la bande de Gaza. L'aide humanitaire ne suffit pas pour tous et les employés du zoo n'ont que quelques jours pour amener ces animaux en lieu sûr. 3 vieux lions, quelques chats, des chiens de garde et quelques tortues ne pourront pas effectuer le voyage. Le temps presse. Cette situation est désastreuse. Nous ne leur donnons que ce qui est disponible, comme les conserves apportées par l'aide, telles que les pois chiches, les fèves et de la viande de bœuf. Nous leur donnons ce qui est disponible jusqu'au lendemain. Les conditions sont très mauvaises, même leur état psychologique est mauvais. Nous ne nourrissons plus les animaux pour qu'ils se sentent rassasiés, mais pour qu'ils survivent jusqu'au lendemain.
Certains animaux ont réussi à sortir de Rafah pour être emmenés vers une ferme d'élevage de vaches à Khan Younes, mais ils sont toujours confrontés à des conditions difficiles en raison du manque de nourriture. En Iran, la période de dépôt de candidature pour les élections présidentielles du 28 juin prend fin ce début de semaine. Plusieurs personnalités ont pu déposer leur candidature pour cette élection anticipée. Parmi elles, Saïd Jalili, l'ancien négociateur nucléaire et chef de l'organe suprême de sécurité du pays, a été l'un des premiers candidats à se lancer dans la course dès le premier jour de dépôt. L'ancien président ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad a également déposé sa candidature en fanfare dimanche, ainsi que le conservateur Ali Larijani, âgé de 66 ans. Il s'était positionné comme un candidat pragmatique lors du scrutin de 2021 qui avait vu l'élection d'Ebrahim Raisi. Pour pouvoir candidater, selon la loi électorale iranienne, les postulants doivent être âgés de 40 à 75 ans, titulaires d'au moins un master universitaire et peuvent être ou non membres du clergé. Pour ce scrutin présidentiel initialement prévu en 2025, les candidats sont approuvés par le Conseil des gardiens de l'Iran. L'institution composée de 12 membres n'a jamais accepté de femmes ou de personnes appelant à un changement radical dans la gouvernance du pays. Le Conseil des gardiens de la Constitution, contrôlé par les religieux ultra-conservateurs, chargé de filtrer les candidats, devra publier la liste définitive des candidats le 11 juin. Dès lors, une courte campagne de 2 semaines se déroulera. Reçu par son homologue espagnol à Madrid, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samer Choukri, s'est exprimé sur la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza. Le diplomate a affirmé que l'Égypte et la communauté internationale estiment que les soldats israéliens ne sont effectivement pas les bienvenus dans la région. Samer Choukri a également condamné la prise du point de passage de Rafah, la décrivant dans des remarques le mois dernier comme une escalade dangereuse. La présence militaire israélienne à Gaza est certainement rejetée non seulement par l'Égypte, mais aussi par la grande majorité des membres de la communauté internationale. En ce qui concerne le lien entre cette présence et le point de passage de Rafah, la position et la politique égyptienne sont claires. Elle rejette la présence israélienne au point de passage de Rafah. Ce dernier est le seul point de contact entre les Palestiniens et le monde extérieur. José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères espagnol, a souligné lundi le soutien total de l'Espagne à la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza présentée par le président américain Joe Biden. Ce dernier avait détaillé vendredi un accord en 3 phases proposé par Israël aux militants du Hamas qui, selon lui, conduirait à la libération des derniers otages à Gaza et pourrait mettre fin à la guerre meurtrière qui dure depuis près de 8 mois. C'est officiel, Kylian Mbappé a signé au Real Madrid pour 5 ans. Le club espagnol a annoncé lundi dans la soirée que le capitaine de l'équipe de France s'est engagé officiellement jusqu'en 2029, mais la présentation du joueur à Santiago Bernabéu devrait attendre la fin de l'Euro 2024 que l'attaquant de 25 ans prépare en ce moment avec l'équipe de France. En pleine préparation de cette campagne, les Bleus ont reçu lundi la visite du président français Emmanuel Macron à Clairefontaine. Le ministre israélien de la Défense s'est félicité dimanche du déroulement des opérations militaires menées par Tsahal à Rafah. Israël affirme que cette intervention dans la ville palestinienne est essentielle pour déraciner les derniers bastions du Hamas, alors même qu'elle est loin de faire l'unanimité. L'opération à Rafah progresse aussi bien en surface qu'en sous-sol. Les forces se battent avec une grande détermination et détruisent le tunnel qui relie la bande de Gaza à l'Égypte. Nous étranglons le Hamas et ne lui permettons pas de continuer à exister. Il n'aura pas la capacité de se renforcer, de se consolider et de s'armer.
Les autorités israéliennes préparent d'ailleurs l'alternative au Hamas dans la région. Une nouvelle administration est dans les tuyaux. Lorsque nous isolerons des régions, nous en retirerons les membres du Hamas et y introduirons d'autres forces qui permettront à un autre gouvernement de menacer le Hamas. Depuis le début de l'intervention de l'armée israélienne à Rafah, au moins 1 million de Palestiniens ont quitté la ville face aux conditions de vie jugées apocalyptiques par les Nations Unies. Israël faisant fi des appels en faveur d'un cessez-le-feu.